CH. Espace 2. Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire et cette semaine je vous invite à redécouvrir Tchaïkovski, seconde partie. Soyez les bienvenus. Redécouvrir Piotr Ilyich Tchaïkovski, celui-ci est joyeux, enjoué, lumineux. Bonjour Bertrand Roulet. Bonjour. Chose promise, chose due, nous avons, lors d'une première semaine, redécouvert Tchaïkovski. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là ? C'est un extrait d'une œuvre relativement de jeunesse, Snegurochka, la jeune fille des neiges. Il y a beaucoup d'œuvres de Tchaïkovski qu'on ne connaît pas. Il y a certaines œuvres qui sont extraordinairement connues, très jouées, beaucoup, de Tchaïkovski, et puis d'autres qu'il s'agit véritablement de redécouvrir. C'est ce que vous proposez de faire cette semaine, Bertrand, avec toujours ce piano ici dans ce studio, avec ses partitions d'orchestre notamment, avec Gérald Diestan à la réalisation. Et c'est ce que vous nous proposez de faire, en l'occurrence, de découvrir deux œuvres cette semaine. La troisième symphonie, qui est la moins connue, la moins jouée du corpus des 6 symphonies. Enfin, il y a une anecdote qui dit même que Tchaïkovski n'aurait écrit que 3 symphonies, la 4, la 5 et la 6. Oui. Et puis l'opéra Tcherevichki, qui est vraiment très très inconnu. Enfin, j'ai même pratiquement jamais rencontré de musiciens, de chefs d'orchestre qui connaissaient cette œuvre. Deux œuvres hautes en couleur, vous allez nous le montrer. Tout à fait à l'image de ce générique. Donc on va vraiment être dans la face claire des œuvres du compositeur, tout à fait à l'opposé de la Dame de Pique qui nous avait occupé une semaine, il y a déjà de cela quelques mois. Très bien, alors deux premières séances vouées à cette troisième symphonie, puis on aura une seconde partie de semaine avec Tcherevichki, donc cet opéra qu'on pourrait traduire comment, en un mot, juste pour se mettre en information. Les bottines, mais dans un sens très féminin et élégant. D'accord, j'ai vu dans un DVD ici ou là les bottines de la tsarine. Voilà. Tcherevichki. Tcherevichki. Bon, on n'en est pas là. On parle aujourd'hui de la troisième symphonie de Tchaïkovski. Oui, extraordinairement méprisée, franchement dit Bertrand Roulet. Alors, cette série ressemble presque à une provocation parce qu'en fait, je vais m'occuper d'œuvres qui sont soit, comme vous dites, méprisées, soit inconnues. Mais c'est après coup, après avoir conçu un petit peu cette série, que je me suis aperçu que je faisais un peu cavalier seul, ou en tout cas d'avoir l'impression de faire du ski hors piste, parce que toutes ces œuvres, je les porte en moi, je les aime depuis mon adolescence, et je les ai absorbées, je les ai intégrées, elles font vraiment partie de mon quotidien musical. Et c'est vraiment en ouvrant les livres, en parlant avec les gens, que je m'aperçois que, ma foi, que le monde fonctionne dans une autre direction. Oui, en ouvrant les livres, franchement, vous qui écoutez Musique en mémoire, vous avez comme moi, à la lettre T de votre bibliothèque musicale, sous Tchaïkovski, cette collection solfège, qui est presque une collection culte pour certains titres en tout cas, qu'on doit à Michel Rostislav Hoffmann, cet opuscule de Tchaïkovski. Et puis je lis page 79 à propos de la troisième symphonie, Bertrand Roulet. Composée en automne 1875, sa troisième symphonie, dite polonaise, une suite d'orchestre plutôt qu'une symphonie, dont les 5 mouvements, dépourvus d'unité réelle,
atteste bien le désarroi où il se trouve. C'est une singulière mosaïque de joie et de douleur, de rythmes de danse, on y trouve un Ländler, une polonaise, et de romances nostalgiques ou funèbres. Oula, une suite d'orchestre plutôt qu'une symphonie, des mouvements dépourvus d'unité réelle. Et je vous ai proposé 2 émissions pour qu'on ait vraiment le temps de la voir un peu en détail. Ça fait pas envie. Lu comme ça fait pas envie. Non, c'est vrai, mais moi je pensais même pas à cet état de choses parce que je regarde pas les livres de musicologie, je préfère lire les partitions. Oui, vous êtes gentil. Je préfère écouter les musiciens. Et vous les lisez en notre compagnie, ce qui nous arrange plutôt, Bertrand Roulet. Alors, laissons tomber les intervenants qui sont entre Tchaïkovski et nous et allons directement... Le retour au texte, Bertrand Roulet. Tout à fait. Ma partition d'orchestre ici, partition de poche, est ouverte. Avec ce talent particulier, je dis volontiers ce génie particulier pour vous d'avoir en même temps les mots et les notes. C'est-à-dire que vous réduisez à vue cette partition d'orchestre, en même temps vous nous la disséquez, vous nous l'expliquez. Le savoir de l'être que vous êtes, musicien très conscient des enjeux, et puis l'amoureux de cette musique depuis l'adolescence, âge ô combien sensible. Amoureux certes, mais je vous rassure, je vais vous épargner tout frétillement solitaire. On va rester très très concret, avec ce que tout le monde peut entendre. Parfait, excellent. On commence par quoi? On commence par la partition, on commence par des circonstances de composition. On pourrait déjà en écouter un tout petit peu, peut-être pour accompagner une lettre que j'ai trouvée et qui parle au passage de la symphonie. Pour ce qui est de la rareté d'exécution de mes œuvres symphoniques à l'étranger, il y a cela beaucoup de causes. Tout d'abord, je suis russe. Et en tant que tel, j'inspire un préjugé à tout occidental. Ensuite, toujours du fait que je suis russe, il y a en moi un élément qui est étranger à l'Europe occidentale et que les Occidentaux n'apprécient pas. De façon générale, on connaît mon existence dans les milieux musicaux de l'étranger. Il y a eu quelques personnes qui s'étaient réellement intéressées à moi et ont fait toutes les démarches possibles pour me rétablir dans les programmes de concert, mais se sont heurtés à une opposition inébranlable. Parmi ces personnes, il y a le Kapellmeister allemand Hans Richter, celui-là même qui a dirigé l'orchestre de Bayreuth. L'année dernière, malgré une forte opposition, il a inclus mon ouverture au programme d'un des 2 concerts de la Société Philharmonique de Vienne. Malgré l'absence de succès, il a voulu jouer au cours de cette saison ma 3e symphonie et l'a essayé en répétition, mais le comité de cette société l'a trouvé trop russe et l'a unanimement repoussé. Il ne fait aucun doute que si j'allais dans toutes les capitales d'Europe et que je harcelais les personnalités haut placées avec mes œuvres, je pourrais contribuer à élargir ma notoriété, mais je serais plutôt prêt à renoncer à toutes les joies de la vie qu'à faire cela. Mon Dieu, combien faut-il supporter d'humiliation? Combien de fausses estimes et de fausses sympathies faut-il exprimer à ces messieurs pour obtenir leur attention? Lettre à Madame von Meck, Clarence, 31 mars 1878. Franchement, Bertrand Roulet, cette 3e symphonie de Tchaïkovski, aujourd'hui on l'a lu, et on l'entend souvent, très méprisée. Du temps même de Tchaïkovski et dans toute l'Europe, une symphonie qui n'a aucun succès. Peut-être qu'après tout, elle a raté cette symphonie, Bertrand Roulet. Et trop russe pour les Occidentaux et trop occidentale pour les Russes. Oui. Vous voyez à quel point on passe à côté. On ne voit pas encore tout à fait, mais vous allez me le montrer à quel point on passe à côté. Je crois qu'il faut déjà commencer par la première phrase, qui est une phrase génératrice. Dites-moi. Parce qu'évidemment que ma thèse, c'est de montrer l'unité prodigieuse qui règne dans cette symphonie, qui certes n'a pas de programme, mais qui montre un parcours extrêmement vital, dynamique, qui nous fait sortir de l'entropie de la mort. 5 mouvements. 5 mouvements. On verra la grande structure plus tard. Pour le moment, je vous propose de regarder ce qui commence pratiquement toujours toute œuvre instrumentale de Tchaïkovski. C'est une introduction, un cadre avant l'opposition des divers éléments, avant l'action elle-même, si l'on peut dire. Je parlais d'entropie. J'aime bien maintenant revenir à des termes que j'emprunte volontiers au vocabulaire scientifique que musicologique. L'entropie, la mort, la paralysie de tout système vers lequel nous tendons physiquement, qui se traduit par un équilibre, mais un équilibre qui est justement par son statisme,
qui empêche l'évolution, qui est mortel. Donc, introduction, tempo di marcia funèbre, qui est ponctué aux basses par justement ce principe dont nous allons nous arracher au cours de toute la symphonie, dans un mouvement ascensionnel, un mouvement vital. Pizzicato de violoncelle et contrebasse, qui paralyse le système. Étrange introduction avec cette basse qui va rester pendant une centaine de mesures. 3, 4... ça tire toutes les mélodies vers le bas, tout est attaché à cette force gravitationnelle. On peut imaginer un objet lourd qui tombe tout le temps. La mélodie... Évidemment, qu'est-ce qui va nous permettre de sortir de cet état qui est la couche la plus basse au fond de l'énergie, la paralysie minérale quasiment de ces basses? Eh bien, c'est qu'il y a quand même une faille au niveau de l'harmonie dans laquelle l'énergie de la vie va pouvoir s'engouffrer. Heureusement, on va pouvoir, grâce au désordre et au chaos, on va pouvoir instaurer de la complexité. Oui. C'est que si on prend une marche funèbre vraiment, vraiment totalement désespérée, on a une tonalité et on tombe lourdement sur la base fondamentale, qui est la tonalité elle-même. On est dans un cadre. C'est valable pour toutes les grandes marches funèbres du répertoire. C'est esquissé, hein, c'est pas littéral, mais vous voyez ce que je veux dire avec cette citation de Mahler, qu'on aille vraiment cette base. Même chose pour la symphonie héroïque. Mais ici, nous sommes en ré mineur, mais nous n'avons pas ceci. Mais nous sommes à la dominante, la basse. Donc, dites-moi, rappelez-moi. Au lieu d'avoir le fondement vraiment de la tonalité du système entier, comme basse obstinée, la dominante, elle est déjà en une certaine tension par rapport à la note fondamentale. D'accord, c'est ça qui permet à la vie de s'engouffrer, ou disons à la vie de se développer, à la complexité de se développer. Exactement. Parce qu'il y a un faible espoir par le fait au moins que c'est en déséquilibre et il va falloir trouver une résolution à ce déséquilibre. Excellent. Alors, l'énergie qui s'accumule là-dessus se fait par une mélodie qui est considérée comme une mélodie par nos musicologues qui tendent dans leur analyse un filet aux mailles extrêmement larges qui permettent peut-être de capturer les tons mais qui laissent passer tous les éléments plus petits, c'est-à-dire que dès qu'il y a moins de 10 ou 12 notes, ils ne considèrent pas... Attention, quoi. Voilà, ça passe tout à fait à travers des mailles. Là, on a vraiment, c'est un exemple parfait pour montrer comment on peut s'établir une syntaxe et même plus tard une sémantique musicale. C'est-à-dire que nous avons plusieurs segments, plusieurs membres de phrases très clairement, déjà par la réitération de cette cellule que je vais appeler la cellule sujet. On verra pourquoi. C'est toujours ça qui revient. Maintenant, il y a eu un préfixe qui s'est accumulé. De nouveau, la cellule sujet. Cette énergie accumulée maintenant s'exprime, comment dire encore plus, par une dissonance. On revient avec tan, ta, mais cette fois, maintenant un autre mot, on va dire. De nouveau notre préfixe. Notre sujet, et là, on va peut-être un suffixe. Le fait que cette cellule soit particulière dans son poids, le fait qu'elle ait une certaine gravitation au niveau du sens, c'est pas simplement par le fait qu'elle soit répétée, mais parce que, du point de vue de l'harmonie, elle est moins aisément supprimable que les autres éléments, exactement comme un sujet ou un verbe dans une phrase. Je viens, c'est une phrase. Si je dis simplement demain, on ne voit pas ce que je veux dire. Si je joue uniquement la cellule sujet, c'est peut-être pas une mélodie extraordinaire, mais enfin, il y a quand même une certaine cohérence. Si je ne joue que ce que je ferais correspondre peut-être à un adjectif ou un adverbe,
La phrase entière, s'il vous plaît. Alors. Excellent. La même phrase en couleur à l'orchestre. Très volontiers, avec une interprétation de Yuri Temirkanov. Après, je vais choisir une autre interprétation, celle de Rostropovitch. Mais là, dans cette interprétation qui est très lente, il fait vraiment culminer la phrase avec une direction, comme par vague, vraiment sur cette cellule sujet. Ça, ce sont, Bertrand Roulet, les toutes premières notes de cette 3e symphonie de Piotr Ilyich Tchaïkovski. Qui font remarquer que les éléments se comportent avec une hiérarchie entre eux qui fait penser à une syntaxe. Et donc, par accoutumance, certains éléments peuvent être assimilés à une sémantique pour être porteuse de sens. Mais ce n'est pas isolément l'élément qui, d'après un dictionnaire, nous dirait « Tiens, voilà, ça veut dire quelque chose ». Mais le fait que ces éléments ont été pris dans cette hiérarchisation, dans cette grande phrase, qui est tout à fait de type, vraiment c'est une grammaire musicale, peu à peu les éléments vont prendre corps et c'est ainsi que le sens devient plus précis. Syntaxe sémantique, pour le moment, on est dans le b.a.-ba, on est dans les premiers éléments de la première phrase. Et le fait qu'on ait les cordes avec quelque chose de l'ordre du soupir, de l'ordre de l'intimité, on va passer à des valeurs plus objectives, c'est-à-dire avec une perception d'un espace, avec une complexification et puis différents timbres dans l'espace. Les corps, ici, qui ont une sorte d'aura, comme une pureté presque de forêt enneigée, quelque chose de plus vaste. Et puis, un développement assez semblable à un développement embryonnaire, c'est-à-dire que les cellules vont se diviser, elles vont émigrer dans différentes parties et puis elles vont se spécialiser. Dans ce thème, nous avions cette partie ici, qui deviendra lui-même le deuxième thème après dans la forme sonate, dans le mouvement, mais surtout ce soupir ici. Donc tout ça a été exposé horizontalement. Maintenant, en superposition, cette devient un des éléments qui nourrissent le thème. Le thème se nourrit de lui-même en divisant ses propres cellules. Voilà, donc. Et puis, presque comme une brise à la surface d'un lac, les cordes. Donc on voit bien que les commentaires du thème viennent du thème lui-même. Ensuite, ça c'est évidemment très tchaïkovskien dans l'écriture classique, c'est un contrepoint au pizzicato des cordes. Le thème est répété maintenant 2 fois, mais ce qui fait qu'on a à la fois une répétition et une linéarité, c'est que le contrepoint qui accompagne cette séquence, lui ne connaît pas cette division de la même manière que le thème. C'est-à-dire que quand le thème arrive au bout, le contrepoint, lui, c'est justement là où il est en train de s'émanciper. Et donc, en fait, il enjambe les périodes. Donc, on a l'impression de quelque chose qui continue, même si les corps ensuite répètent de nouveau le thème. D'accord. On écouterait ça à l'orchestre, Bertrand ? Avec toutes ces couleurs, cet espace qui s'instaure et cet espace qui va maintenant, à la fin de l'extrait, en voie de fragmentation.
les premiers développements, Bertrand Roulet, de ces quelques éléments de mots, puis de syntaxe? Et puis toujours cette gravitation qui a tout de même maintenant une certaine vitalité, à la fin de l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est qu'au lieu d'être simplement semblable à la chute d'un objet régulier, il est maintenant... Au moins, il y a un dialogue, pulsation lente, mais avec quelque chose. Donc, un élément déjà de mouvement, et pas simplement de chute. Oui. Et ce qui est en train aussi de frémir, c'est que même comme de l'eau qui est en train de bouillir, parce que tout est question de transformation du même élément, en fait, dans cette symphonie. C'est que ce qui s'éclaire un peu comme une aube qui est encore très pâle, c'est... Alors ça nous annonce déjà un thème qui viendra, qui est le premier thème, quand on entre vraiment dans la forme sonate. Je rappelle que tout ça, ce n'est que l'introduction. D'accord. Alors, le premier thème... Alors, on est déjà un peu préparé. Si je vous suis votre terminologie, c'est en quelque sorte un préfixe de ce premier thème, Bertrand? Il y a effectivement cette notion de préfixe ou de suffixe qui permettent d'exprimer un retournement progressif de l'énergie. Par exemple, la valeur rythmique ta-tam, pam, pa-pam, maintenant devient au fond presque comme un préfixe au fond. Le motif tan, ta-ta, le sujet. Parce que là maintenant on est vraiment en train de se retourner vers une future vitalité, un futur optimisme. Au lieu de voir pam 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 tan ta ta, on commence par la note pointée tan ta tam pam 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 et ça fait ce thème. Et l'idée de retournement, évidemment, c'est que tout ce qui était cet élément qui vient du thème maintenant devient... C'est vraiment techniquement une note qui glisse vers le bas et maintenant qui glisse vers le haut, si on peut dire. Et la symphonie est connue pour être sans programme, être purement abstraite. Mais Tchaïkovski explore différentes figures de son style. Or, ces éléments stylistiques viennent de sa vie intérieure. Donc, en connectant tous les éléments de son langage, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que c'est une exploration de sa propre intériorité pour dire voilà ce que j'ai créé comme compositeur, comme style, en mettant tous ces éléments mélancoliques, dansants, funèbres ensemble, est-ce qu'il y aurait un cheminement là-dedans? Et je pense que l'idée de cheminement, si on voulait mettre un sujet, c'est un tout petit peu tiré par les cheveux, ce qui m'est venu à l'esprit, parce qu'on aura 3 stades, c'est ce qu'on trouve au début de Ainsi parlait Zarathustra, les métamorphoses de l'esprit en chameau, le chameau qui aime obéir, qui aime suivre des dictats, qui aime porter des lourdes charges, parce que comme ça il se sent exister dans un système, le lion qui se révolte et qui est prêt à rugir dans un esprit indépendant, et puis l'enfant ensuite qui est libre, qui n'a même pas besoin d'être dans une idée de lutte. Et ces 3 stades, au fond, c'est ce qu'on va rencontrer dans la symphonie. Donc cette métamorphose de Zarathustra pourrait très bien coller à la symphonie de Tchaïkovski. Bon, je parle beaucoup, écoutons l'extrait, un revirement psychologique évident. Oui, je sais pas si ça tient vraiment, cette triple étape. On va voir le lion maintenant. D'accord. Il faut pas non plus aller trop loin dans un décodage
psychologique, j'imagine, mais on sent bien qu'intérieurement, il y a là, on va dire, des stades ou des univers qui vont se générer les uns les autres. L'arrachement à la dépression décrit par Nietzsche, le processus universel, se retrouve tout à fait à 1000 km de là ou 1500 km de là. Bien sûr. Bon, je vous suis, je vous écoute, j'écoute la suite. On reste toujours avec cette note tenue. Maintenant, c'est vraiment une piste de décollage, comme Tchaïkovski en fait parfois. C'est-à-dire une piste de décollage ? Alors, c'est-à-dire qu'il y a une basse qui est tenue, qui est vrombissante. Et puis alors, il y a des accords qui progressent vers l'aigu avec la promesse d'un éclatement de force. Donc en fait, et chaque fois, la mélodie qu'on avait avant, c'est une exploration horizontale des accords. Par exemple ici... Et on a au passage une gamme de tons entiers. Le but maintenant, c'est d'arriver au thème vraiment qui est le thème A, le premier thème, ce qu'on appelle dans la forme sonate. Dans la plupart des symphonies, on commence avec le premier thème, et là, on est à la fin de l'introduction. Oui. Donc, et en fait, c'est vraiment la version vitale et victorieuse du thème de l'introduction. Si je le joue, c'est dommage, mais à toute vitesse, le thème de l'introduction. Ça détruit le caractère, mais ça suffit à brouiller les oreilles d'un musicologue qui ne voit pas que... Et puis évidemment, ce qu'il y a de commun aussi avec l'introduction, c'est qu'on finit toujours avec ce que j'appelle cette cellule sujet. Donc on reste vraiment, c'est la même idée qui est en train de se transformer. Et on suit ce cheminement psychologique. Qu'on soit bien d'accord, Bertrand Roulet, c'est dès le départ exactement le contraire de ce que nous apprenait le musicologue, c'est-à-dire dépourvu d'unité réelle. Là, je ne sais pas si c'est un cheminement psychologique, mais en tout cas, ce que je vois, c'est cette formidable évolution structurelle qui nous amène un thème générant sa suite. Enfin, on suit ce cheminement. Et c'est tellement vrai que même en arrivant sur cet état triomphant, on n'a pas non plus un triomphalisme. On ne va pas s'installer formellement dans une idée, voilà, on est en ré majeur, puis ça fait pom, 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 pom. Non, tout de suite, on glisse dans ce qu'on appelle la figure de transition pour passer vers un thème B, mais aucun académisme dans la démarche de Tchaïkovski, on va le voir. C'est que sa figure de transition, elle exprime maintenant, elle revient à l'idée de rêve, à l'idée de légèreté féerique qu'on avait aussi déjà dans l'introduction et qui va être développée dans le 4e mouvement. Et puis cet épisode, avec des figures rapides, elles ne servent pas simplement à nous conduire à faire une sorte de lien ou mastic vers le 2e thème, qui serait en lui-même une entité déjà prévue dans le formalisme symphonique. Non, après avoir fait cette transition, au lieu de se dire, bon voilà, j'arrive vers mon 2e thème, il nous remet encore le 1er thème encore plus triomphant. Et on verra pourquoi. Le sens est assez profond. Maintenant, cette transition, il faut qu'on l'analyse un petit peu, parce
qu'elle exprime tellement une idée de mutation, de glissement possible, puisque tous ces états psychologiques, maintenant, ils vont être extrêmement mouvants. Elle est écrite selon une métrique déboîtée. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre ce que je veux dire par là. Oui. Je vous propose déjà de l'écouter, et puis je vais marquer au piano. Un petit peu dommage, mais on est là pour analyser. Ah oui. La pulsation rythmique, ce qui serait le début de la mesure, telle qu'on l'entend, telle qu'on la perçoit à l'oreille. Métrique déboîtée, donc. Alors, pour le moment, on l'écoute et voilà comment tout le monde va sentir la pulsation. Alors, je vais faire ces petites notes au piano, pas très jolies, mais pour nous faire comprendre ça. Donc, Bertrand, Ça, c'est la pulsation rythmique telle que Tchaïkovski veut qu'on l'aperçoive, mais c'est un trompe-l'oreille. Je crois que le plus simple pour qu'on comprenne bien, c'est que ce décalage Oui. de tes mesures qui commence, c'est comme si le premier temps commençait au quatrième temps, c'est comme si on faisait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En fait, c'est que je refasse une pulsation maintenant au piano, mais qui va nous faire comprendre où est le premier temps du chef d'orchestre. d'accord, très Et bien. c'est très perturbant. Mais quel est le but de tout ça dans l'écriture? Alors, je pense que justement cette idée de glissement, d'éléments oniriques qui va être développé dans les mouvements ultérieurs et de déstabilisation, c'est d'autant plus fort que quand on revient justement où la métrique, la pulsation correspond à la métrique, on est à la fois un peu déboussolé, mais inconsciemment, on sent que c'est quand même logique. D'accord, très bien, écoutons ça, écoutons ça. On comprend mieux, Bertrand, ce que vous nous décriviez comme un décalage, comme un déboîtage rythmique dans cette cellule que vous nous avez décortiquée, Bertrand Roulet, tiré toujours bien sûr de ce premier mouvement de cette troisième symphonie de Piotr Ilyich Tchaïkovski. Bertrand Roulet. Une transition qui n'en est pas vraiment une du point de vue académique, puisqu'au lieu de tourner le dos au premier thème, elle y retourne. Elle y retourne pour que ce thème se réaffirme encore, et puis aboutisse sur un accord encore plus énergique et volontaire. Toujours notre cellule sujet. Pam, pam, tom, tom. C'est vraiment le pivot. Je crois que l'idée du sujet, c'est une assez bonne image. Oui. Et puis, on a maintenant 4 mesures pour arriver à ce qu'on appelle le deuxième thème. En fait, sommes-nous dans quelque chose de très éloigné ? Non, parce que tous ces différents thèmes sont en fait liés. Il ne s'agit que d'une seule et même conscience qui s'exprime, d'une seule et même énergie. Et puis, c'est l'autre face de cette affirmation triomphante et vitale. C'est maintenant un épisode mélancolique. Et Tchaïkovski nous donne vraiment la clé de lecture au niveau technique, c'est-à-dire qu'on a de nouveau cette cellule. Donc on l'a vraiment dans l'oreille, tam, ta, tam. Et puis en rajoutant une note, ça devient l'accompagnement du deuxième thème, Qui sera de nouveau, comme dans l'introduction, retour à la mélancolie, mais on ne tourne pas en rond, c'est une spirale. C'est riche de l'expérience de la mutation qu'il y a eu avec le premier thème. Mutation, ça veut dire que le deuxième est génétiquement modifié. En français, un premier génétiquement modifié. De l'introduction, c'est-à-dire qu'on a de nouveau sur la dominante, donc ça c'est la tonalité, Oui, c'est oui. mineur, et puis cette pulsation, exactement comme dans l'introduction. C'est-à-dire qu'on continue d'avoir des moments de mélancolie, on continue d'avoir ces rêveries, mais seulement on ne tombe plus dans la dépression un peu affirmée qu'il y avait au début de l'œuvre. C'est vraiment une évolution. Et puis, tout de suite, ce qui intervient, c'est évidemment l'élément polyphonique, parce que la symphonie est construite d'une manière avec une grande recherche polyphonique. Alors même dans le thème lui-même.
plusieurs périodes dans le thème. Un thème tchaïkovskien est constitué de plusieurs mélodies ensemble. Ici, on aboutit c'est évidemment cet état de pulsation Oui. qu'on avait donc vu aussi précédemment. Et puis alors la dernière séquence, on peut dire, du thème, un mot presque un peu trop froid pour décrire des élans aussi lyriques. Alors toujours sur ces accords en suspension. Polyphonie. Donc c'est vraiment la face méditative du thème A. La figure rapide de transition avec sa métrique décalée. Et on s'achemine de nouveau vers le premier thème A. Déploiement de volonté supplémentaire avec la cellule sujet dans une harmonie tendue. Le même rythme aux cordes. Et voilà notre deuxième thème mélancolique. Oui, avec aux cordes, ce qui nous rappelle le début. Hein. Aussi, tout à fait. En canon, maintenant, avec le basson qui répond. Et la basse en oscillation. Un accord suspendu. Et beaucoup de polyphonie, 3 couches différentes. Le basson et un violoncelle et les basses maintenant. Et puis ces flûtes, ça nous amène, si on reprend l'image nietzschéenne des métamorphoses, après le chameau, le lion et maintenant l'enfant. Alors, c'est purement ludique. C'est pure force, pure jubilation. Alors notre pulsation, qui s'était arrachée de la lourdeur de l'introduction, maintenant devient... Et alors on a une basse tenue, mais alors qui est dansante. Et puis la cellule presque de soupir qu'on avait aussi dans l'introduction. Maintenant ça devient... Et cette cellule qui se retrouve, ça pourrait être un hasard, dirait-on, parce qu'il faut bien de temps en temps qu'il y ait une note à côté d'une autre. Mais quand vous pensez que sur ce thème, vous avez un commentaire, un contrepoint au pizzicato, exactement comme dans l'introduction. Exactement comme dans l'introduction, on voit vraiment que ce n'est pas un hasard. J'en aurais presque oublié avec toutes ces corrélations qui, j'espère, ne sont pas trop compliquées, trop fastidieuses, puisque l'essentiel de ce que je veux dire, c'est qu'on a la transformation d'une même énergie. On est, pour reprendre encore une idée nietzschéenne, décidément, au-delà du bien et du mal. On n'a pas une opposition d'un élément à un autre, c'est toujours le même qui se transforme. C'est ça qui est intéressant dans cette analyse, c'est pas autre chose. Le thème qu'on vient d'entendre, le thème lyrique... Mais en fait, on l'avait déjà entendu dans l'introduction. Tout au début ? Mais oui, tout au début. Alors maintenant, je vous propose
de voir comment on se libère justement de toute cette pesanteur avec un épisode que je trouve particulièrement savoureux où avec des pizzicati, avec les instruments avant, on a l'impression de bondir sur les branches, sur les degrés, presque comme un écureuil. C'est vraiment les degrés qui définissent une tonalité qui sont parcourus à toute vitesse. Donc le fait de tourner le dos à la lourdeur, c'est par exemple justement de relativiser l'espace qui délimite la musique. La lourdeur par définition, que ce soit dans notre vie quotidienne, c'est ne jamais avoir de recul, ne rien relativiser, tout prendre au sérieux. Alors là justement on bondit, ça frétille de tous les côtés. Oui, tonalité, vous disiez, laquelle, lesquelles? Alors bon, c'est toujours sur cette basse tenue, mais le fait d'avoir... En principe, c'est des intervalles qui affirment une tonalité ou bien... Mais là, le fait de les superposer... surtout en contretemps. C'est vraiment une idée de jeu et une idée d'apesanteur, des apostrophes. Vous écrivez là dans le petit descriptif danse, libération dans la conclusion de cette exposition, Bertrand Roulet. Puis ivresse de techniques polyphoniques dans le développement. On a en tête ces éléments scandés, un petit peu volontaires du premier thème. Alors ici maintenant, je vous propose simplement de vous esquisser au piano ces superpositions de lignes. Cellule sujet toujours omniprésente. Et puis alors ici, un des éléments du premier thème qui devient... Et là, qu'on retrouve avec une superposition de pas moins de 8 couches différentes. Alors on les repère très bien au début, des entrées successives. Oui. Jusque-là, ça va. 4. Mais ici maintenant... La preuve de ce que j'avançais dans la parenté des thèmes, c'est que pam 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 et puis le tan ta ta tan tan tam de l'accompagnement du... Ici, cette évolution est bien montrée puisque les corps, à un moment donné, font pam ta 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 tam comme un motif en tant que tel. C'est-à-dire que les motifs sont arrachés de leur terrain d'origine. Et puis, ces superpositions qu'on a entendues tout à l'heure, qu'on a encore dans l'oreille, on les voit s'accélérer. Il y a même des canons
sur plusieurs motifs différents, donc on pourrait presque dire double canon. D'abord sur toujours notre premier thème, ta, 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 pa, pa, pam, qui devient en augmentation, c'est-à-dire plus lent. Mais en même temps, une figure. Alors je vais essayer de le faire lentement pour qu'on entende bien. Donc, croyez-moi sur parole, c'est très complexe. On a différents ensembles organiques dans cette symphonie qui sont comme séparés par une membrane, pourrait-on dire. Et il suffit qu'il y ait un point de contact entre deux ensembles pour que les éléments fusionnent. Et ce qui est tout à fait ambigu, en fait, comme principe, mais c'est un principe aussi dans la nature, plus les motifs se développent, s'individualisent, se complexifient, et plus ils ont de chances de rencontrer la trajectoire par des points communs d'éléments d'autres ensembles. Oula, il faut que vous me montriez ça. Alors, par Presque exemple, pour conclure cette première émission. Imaginez ce motif qu'on avait ici, et puis c'est vraiment deux éléments de deux ensembles différents. Mais à force d'accélérer et de venir, on peut par un point de contact qui est le rythme Excellent. se rapprocher Oui, de ça. Excellent. Donc la réexposition, est-ce que c'est les mêmes éléments qui reviennent, qu'on redit ? Eh bien non, pas du tout. On est toujours dans une métaphore fluviale ou organique. Le fleuve s'enrichit des éléments qu'il a rencontrés sur ses rives en amont. Et par exemple, le deuxième thème qui était mélancolique, simplement... Maintenant devient beaucoup plus ample, effectivement, comme un fleuve dont le débit aurait grossi. Et surtout, il y a cette affirmation, cette augmentation de puissance et de vitalité. Donc là, c'est exactement comme avant. Je songe ici à tous ces épisodes avec ces accords. Nouvel accord suspendu avec la polyphonie thématique. De nouveau, on va d'un accord à un autre, comme à chaque tournant, de nouveaux éclairages harmoniques. Mais cette puissance, elle garde quelque chose de tragique en même temps dans ce parcours. Il y a quelque chose qui n'est pas simplement formel, c'est une évolution humaine qui se fait quand même dans un certain effort. C'est de sa vie qu'il parle. C'est pas simplement un assemblage de notes. Encore plus haut, encore plus fort.
joue vraiment très mal, puis je le massacre un petit peu au niveau du toucher, par mon enthousiasme. Mais vous voyez, ces accords, puis on reste comme ça suspendu, comme un alpiniste quasiment, dans un accroissement d'énergie. Donc c'est vraiment une quête qui est une, cette symphonie. De cette troisième symphonie de Piotr Ilyich Tchaïkovski, dont vous nous avez décortiqué, Bertrand Roulet, le premier mouvement. On a 5 séances à passer ensemble dans Musique en mémoire pour redécouvrir Tchaïkovski, Terra Incognita. Merci à vous, Bertrand, de votre savoir multiple, pluriel. Merci à Gérald Guestan pour sa réalisation, à Isabelle Watson pour son assistance à la production, proposition de Jean-Luc Rieder. Il est 15h.